Ils ont emmené mes demi-frères et sœurs à la plage et m'ont dit, il vaut mieux que tu restes ici pour travailler. Quand ils sont revenus, ma chambre était vide et toutes mes photos avaient disparu des murs. Je m'appelle Wilfried et j'ai 19 ans. Ce qui m'est arrivé il y a 18 mois me semble encore surréaliste, mais je dois en parler parce qu'honnêtement, la vengeance a été si satisfaisante que j'en souris encore. Laissez-moi commencer par le début. Je vivais avec mon père, Marc, ma belle-mère, Jeanne, et mes deux jeunes demi-frères et sœurs, Léa, 12 ans, et Tom, 10 ans. Ma mère biologique est décédée quand j'avais 7 ans, et papa a épousé Jeanne quand j'en avais 9. Au cours des 10 dernières années, j'ai été la baby-sitter attitrée, la femme de ménage et la main-d'œuvre non rémunérée de cette maison. Ne vous méprenez pas, j'adore Léa et Tom. Ce sont de bons enfants, et ce n'est pas de leur faute si leur mère me traite comme une aide ménagère plutôt que comme un membre de la famille. Mais Jeanne, elle m'a rendu la vie misérable dès le premier jour. Et mon père se contente de suivre tout ce qu'elle dit pour maintenir la paix. Le point de rupture est survenu pendant les vacances de printemps, ma dernière année de lycée. Je travaillais à temps partiel dans un café du quartier pour économiser de l'argent pour mes études supérieures tout en maintenant une moyenne de 15/20. J'étais épuisée, stressée par les exigences du baccalauréat, et j'avais désespérément besoin d'une pause. Quand Jeanne a annoncé qu'il préparait un week-end à la Côte d'Azur, j'étais en fait excitée. J'ai commencé à faire mes valises mentalement, pensant à quel point il serait agréable de se détendre au bord de la mer. C'est là que Jeanne a lâché la bombe. En fait, Wilfried, il vaut mieux que tu restes pour travailler, a-t-elle dit avec désinvolture en chargeant le lave-vaisselle. Quelqu'un doit faire un grand nettoyage de la maison pendant notre absence, et tu pourrais prendre des heures supplémentaires au café. Léa et Tom sont tellement excités à l'idée de passer du temps en famille. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Du temps en famille. Je suis aussi de la famille. Jeanne s'est retournée avec ce faux sourire compatissant qu'elle avait perfectionné. Oh, chérie, tu sais ce que je veux dire. Les enfants ont besoin d'une attention individuelle de leurs parents. De plus, tu te plains toujours d'avoir besoin d'argent pour tes études. C'est parfait. Mon père, Marc, était assis à la table de la cuisine en train de lire son journal. Je l'ai regardé désespérément, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Au lieu de cela, il s'est contenté d'acquiescer. Jeanne a raison, ma puce. Tu seras plus productive ici de toute façon. Mon cœur s'est brisé. Ma puce, c'est comme ça qu'il m'appelait quand j'étais petite. Et il me prêtait vraiment attention. Maintenant, cela semblait juste condescendant. Mais je n'ai pas eu de vraie pause depuis des mois, ai-je protesté. J'ai pris soin de Léa et Tom tous les week-ends, fait toutes les tâches ménagères, travaillé et maintenu mes notes. J'ai besoin de ce voyage. L'expression de Jeanne s'est durcie. Wilfried, nous t'avons donné un toit et de la nourriture pendant 10 ans. Le moins que tu puisses faire est de contribuer à cette famille au lieu d'être égoïste. Ce mot égoïste a résonné dans ma tête. J'étais égoïste de vouloir passer du temps avec ma propre famille. J'étais égoïste de vouloir une pause de mon rôle de femme de ménage et de baby-sitter. Je les ai regardés faire leurs valises ce vendredi matin. Léa est venue vers moi les larmes aux yeux. J'aimerais que tu puisses venir, Wilfried. Ce ne sera pas aussi amusant sans toi. Tom a serré mes jambes. Qui va jouer aux jeux vidéo avec moi? Vous vous amuserez avec maman et papa, leur ai-je dit en forçant un sourire. Prenez beaucoup de photos pour moi. D'accord. Jeanne a entendu et a levé les yeux au ciel. Ils iront bien. Tu dois arrêter de faire de ça une histoire personnelle. Après leur départ, je me suis assise dans la maison vide, me sentant plus seule que jamais. C'est là que quelque chose en moi a craqué. J'en avais assez d'être traitée comme si je n'existais pas, comme si j'étais juste un fardeau qu'ils devaient supporter. J'ai décidé qu'il était temps qu'ils réalisent exactement ce qu'ils allaient perdre. J'ai appelé au travail ce week-end-là en me déclarant malade, c'était la première fois que je faisais ça. Techniquement, je n'étais de toute façon pas censée travailler puisque c'était les vacances de printemps, mais j'avais prévu de prendre des heures supplémentaires pour l'argent. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 jours entiers à retirer méthodiquement toutes les traces de moi de la maison. J'ai commencé par ma chambre.
J'ai emballé tous mes vêtements, tous mes livres, toutes mes bibelots. Mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone, ma boîte à bijoux qui avait appartenu à ma mère. Tout est allé dans des cartons. Cela a pris plusieurs voyages, mais j'ai réussi à faire rentrer la plupart de mes affaires dans ma vieille Renault Clio en faisant plusieurs allers-retours vers un box de stockage que j'avais loué ce matin-là. Ensuite, je me suis occupé des espaces communs. Chaque photo de famille qui m'incluait a été retirée des murs. Le salon avait un mur entier de photos, et après avoir retiré celle où j'étais, il y avait ces espaces rectangulaires évidents là où les photos étaient accrochées. Je ne les ai remplacés par rien. Dans la cuisine, j'ai retiré le dessin que Léa avait fait de notre famille et qui m'incluait, qui était accroché au réfrigérateur depuis 2 ans. J'ai retiré le certificat que mon père avait fièrement exposé lorsque j'avais été au tableau d'honneur. J'ai retiré l'aimant que j'avais ramené de mon voyage scolaire à Paris. J'ai parcouru chaque pièce systématiquement. La salle de bain a perdu mes produits de toilette, mes serviettes, mon porte-douche. La buanderie a perdu ma lessive et mon assouplissant. J'ai même pris la tasse avec mon nom que Léa m'avait faite en cours d'art. Mais c'est là que ça devient intéressant. Je n'ai pas seulement emballé mes affaires au hasard. J'avais un plan. La première chose que j'ai faite a été de tout documenter. J'ai pris des photos de ma chambre avant de commencer à faire mes valises, montrant toutes mes affaires à leur place habituelle. J'ai pris des photos de famille sur les murs, des aimants de cuisine, de tout. Je voulais prouver à quel point j'étais intégrée à cette maison, à quel point j'occupais réellement de la place dans leur vie. Tandis que je faisais mes cartons, les souvenirs affluaient. J'ai trouvé le journal que j'avais tenu à 13 ans, rempli d'entrées sur le sentiment d'être invisible dans ma propre maison. Il y avait une entrée de Noël de cette année-là qui m'a fait pleurer. Jeanne avait offert à Léa et Tom des cadeaux incroyables, mais j'ai eu un paquet de chaussettes et une carte cadeau de supermarché. Quand je l'ai remerciée, elle a dit, « Eh bien, tu te plains toujours d'avoir besoin de choses. » Je ne me plaignais pas. Je mentionnais juste que mes chaussures avaient des trous. J'ai trouvé des cartes que j'avais faites pour la fête des pères au fil des ans que Marc n'avait jamais reconnues. Des cadeaux d'anniversaire que j'avais achetés pour Jeanne avec mon argent de babysitting, espérant qu'elle s'adoucirait avec moi. Elle avait toujours dit merci poliment, mais je ne l'avais jamais vue utiliser ou porter quoi que ce soit que je lui avais donné. Dans mon placard, j'ai découvert la robe que j'avais achetée pour le dîner d'anniversaire de mariage de Jeanne et Marc l'année dernière. J'avais été tellement excitée de fêter avec eux. J'avais économisé pendant des semaines pour acheter quelque chose de joli. Puis la veille du dîner, Jeanne m'a dit qu'ils avaient décidé que ce serait juste 4, et que je devais rester à la maison avec de l'argent pour une pizza. Je n'ai jamais pu porter la robe. Chaque article que j'ai emballé représentait un moment où j'ai essayé d'appartenir, d'être un membre de la famille, seulement pour être mise de côté. La colère qui couvait depuis des années a commencé à bouillonner. J'ai décidé de faire preuve de créativité dans mon processus de retrait. Dans le salon, il y avait un portrait de famille que nous avions fait chez un photographe il y a 2 ans. Jeanne avait insisté pour avoir des copies au format portefeuille pour tout le monde. J'ai trouvé la pile de photos dans le tiroir à bazar et j'ai pris chaque copie qui m'incluait, ne laissant que celle où il n'y avait que Marc, Jeanne, Léa et Tom. Je les ai laissées éparpillées sur la table basse avec une note. Voici les photos de famille que vous vouliez vraiment. Dans la salle de bain, je n'ai pas seulement pris mes articles de toilette. J'ai pris le rideau de douche que j'avais acheté avec mon propre argent lorsque Jeanne s'était plainte que l'ancien était moisi. J'ai pris les tapis de bain que j'avais achetés avec mes gains. J'ai pris les crochets à serviettes que j'avais installés moi-même parce que j'en avais assez que mes serviettes tombent par terre. Soudain, la salle de bain semblait clairsemée et peu accueillante. La cuisine a été l'endroit où j'ai vraiment marqué mon point. Je faisais la plupart de la cuisine depuis 2 ans, depuis que Jeanne avait commencé à travailler plus longtemps. J'ai pris tous les livres de cuisine que j'avais achetés, tous les ustensiles spécialisés que j'avais achetés avec mon propre argent, toutes les épices que j'avais ajoutées au support avec l'argent de mon travail au café. J'ai pris la cafetière pour laquelle j'avais économisé et que j'avais acheté comme cadeau de Noël pour la famille, bien qu'elle provienne de ma propre paie. J'ai pris le mixeur que j'avais acheté spécifiquement pour faire les smoothies du matin de Léa lorsqu'elle traversait sa phase d'alimentation saine.
J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai regardé tous les contenants de repas préparés que j'avais remplis cette semaine avant leur départ pour leur voyage. J'avais passé ma soirée de vendredi à cuisiner et à portionner des repas pour la semaine suivante, pensant que j'étais utile. Au lieu de cela, j'ai tout jeté dans des sacs poubelles. S'ils voulaient des repas faits maison, ils pouvaient les faire eux-mêmes. Mais la partie la plus satisfaisante a été ce que j'ai fait dans les chambres de Léa et Tom. Maintenant, avant de me juger, je n'ai rien pris qui leur appartenait, mais j'avais tellement contribué à leur vie au fil des ans, des œuvres d'art que je les avais aidés à créer qui étaient accrochées à leur mur, des photos que j'avais prises de lors de divers événements, de petits systèmes d'organisation que j'avais mis en place pour les aider à garder leur chambre propre. Dans la chambre de Léa, j'avais créé tout un mur de ses réalisations, des photos d'événements scolaires, des certificats de récital de piano, des œuvres d'art de différentes classes. J'avais passé des heures à tout arranger parfaitement, et elle adorait le montrer à ses amis. J'ai retiré chaque photo que j'avais prise, chaque certificat que je l'avais aidé à encadrer, chaque œuvre d'art que je l'avais encouragé à créer. Le mur semblait nu et triste. La chambre de Tom a eu un traitement similaire. J'avais mis en place tout un système d'affichage Lego élaboré pour lui, avec des bacs étiquetés et des vitrines rotatives pour ses constructions préférées. J'ai démonté le tout et je l'ai emballé. J'avais acheté la plupart des solutions de rangement avec mon propre argent. Quoi qu'il en soit, j'ai laissé les pièces fonctionnelles, mais sensiblement différentes. Léa avait toujours dit que j'étais celle qui l'aidait à rendre sa chambre douillette et spéciale. Tom montrait souvent à ses amis les systèmes d'organisation que je lui avais créés. Maintenant, il verrait à quoi ressemble leur chambre sans mon influence. La partie la plus difficile a été de parcourir l'ordinateur familial et de copier toutes les photos que j'avais prises au fil des ans sur mon ordinateur portable personnel, puis de créer un dossier séparé pour elle, intitulé « Photos de Wilfried ». Ne pas supprimer. Je leur ai laissé une note expliquant que si j'avais pris des copies des photos que j'avais personnellement capturées, les originaux resteraient sur l'ordinateur familial, mais qu'elles m'appartenaient en tant que photographe. Des années de souvenirs, le premier jour de collège de Léa, Tom apprenant à faire du vélo, les matins de Noël, les fêtes d'anniversaire. J'ai tout documenté. J'ai trouvé des vidéos que j'avais prises des matchs de football de Tom, du récital de piano de Léa, des soirées cinéma en famille, des heures de séquences de leur vie que j'avais soigneusement éditées et sauvegardées. Tout est parti avec moi. Tandis que je travaillais, j'ai commencé à trouver des choses que j'avais oubliées, comme la capsule temporelle que j'avais aidé Léa et Tom à créer quand ils étaient plus jeunes. Nous avions prévu de l'ouvrir quand Tom aurait 16 ans. J'ai pris cela aussi, avec les photos que nous avions prises pendant le processus de création. S'il voulait m'exclure des activités familiales, il pouvait aussi m'exclure des souvenirs de famille. Plus je retirais, plus il devenait évident à quel point j'avais contribué à faire de cette maison un foyer. J'avais peint la chambre de Léa quand elle avait décidé qu'elle détestait le rose que Jeanne avait choisi. J'avais aidé Tom à réorganiser ses meubles au moins 6 fois pour optimiser son espace. J'avais accroché des tableaux, organisé des placards, réparé des charnières qui grinçaient et assemblé des meubles. J'étais celle qui avait recherché et acheté le mobilier de jardin sur le patio. J'avais planté les fleurs dans la cour avant que Jeanne recevait toujours des compliments. J'avais choisi les coussins dans le salon qui rendaient le canapé plus accueillant. Tout est parti avec moi ou est allé à la poubelle. Le dimanche après-midi, j'étais épuisée émotionnellement et physiquement. Mais je n'avais pas fini. J'avais une autre phase de mon plan à exécuter. Voyez-vous, la famille de ma meilleure amie, Marion, essayait de me convaincre d'emménager avec eux depuis des mois. La mère de Marion, Patricia, connaissait ma mère biologique depuis qu'elles étaient enfants, et elle s'était toujours sentie protectrice envers moi. Elle avait été témoin de la façon dont Jeanne me traitait et m'avait maintes fois offert leur chambre d'amis, d'autant plus que Marion partait à l'université à l'automne. Quoi qu'il en soit, j'avais toujours refusé parce que je me sentais coupable d'abandonner Léa et Tom. Mais ce week-end-là, assise dans cette maison vide, j'ai réalisé que je ne les abandonnais pas. J'étais abandonnée par les gens qui étaient censés m'aimer. Alors, j'ai appelé Patricia et j'ai demandé si l'offre tenait toujours. Elle est venue immédiatement avec Marion et son père, Robert, pour m'aider à déménager. Patricia m'a regardée et m'a serrée dans ses bras. « Chérie, tu aurais dû appeler il y a des mois », a-t-elle dit.
Tu fais partie de notre famille. Ils m'ont aidé à tout charger dans leur SUV et ma voiture. Patricia a été horrifiée quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils sont allés à la plage sans toi après tout ce que tu fais pour cette famille. Le meilleur, c'est que Patricia est agente immobilière et s'y connaît en aménagement intérieur. Elle m'a aidé à organiser la maison de manière à ce que mon absence soit aussi évidente que possible sans rien abîmer. Nous avons laissé les meubles exactement là où ils étaient, mais les espaces sur les murs étaient flagrants. Ma chambre vide ressemblait à celle de quelqu'un qui était mort. La touche finale était quelque chose que j'avais prévu depuis samedi matin. J'ai créé un album photo intitulé « À quoi ressemble vraiment une famille ?» et je l'ai rempli de photos de mon temps avec la famille de Marion au fil des ans. Des photos de Patricia me tressant les cheveux avant les balles de promo quand Jeanne était trop occupée. Des photos de Robert m'apprenant à changer une roue quand Marc avait dit qu'il me montrerait plus tard, ce qui n'est jamais venu. Des images de dîners de famille où j'étais incluse dans les conversations, où mes opinions comptaient. Où on me demandait comment s'était passée ma journée et on m'écoutait vraiment. J'ai laissé cet album bien en évidence sur la table basse, ouvert sur une photo de moi riant à la table de la cuisine de Patricia pendant qu'elle m'aidait avec mes devoirs de mathématiques. Le contraste entre mon sourire sincère sur cette photo et mes sourires forcés sur nos photos de famille était saisissant. J'ai également décidé de laisser quelques preuves stratégiques de ce qui allait leur manquer. Dans la buanderie, j'ai laissé un emploi du temps détaillé que j'avais créé pour les activités de chacun, montrant comment j'avais coordonné les trajets pour Léa et Tom, géré leurs horaires et veillé à ce que les besoins de chacun soient satisfaits. Sans moi, ils devraient trouver comment Tom irait à l'entraînement de football le mardi quand Marc était au travail et Jeanne avait son club de lecture. J'ai laissé un tableau de planification des repas sur le réfrigérateur montrant 2 mois de dîner que j'avais planifié et préparé. À côté, j'ai affiché les reçus des courses que j'avais faites avec mon propre argent parce que j'avais remarqué que nous manquions de choses et que je ne voulais pas que Léa et Tom s'en passent. Dans le calendrier familial, j'ai surligné en rouge tous les événements que j'avais gérés, les réunions parents-professeurs de Léa auxquelles j'avais assisté parce que Jeanne ne pouvait pas prendre de congé, les rendez-vous chez le dentiste de Tom que j'avais gérés, les horaires de ramassage et de dépôt scolaire que j'avais coordonnés. La preuve la plus accablante que j'ai laissée était un carnet dans lequel je suivais les dépenses ménagères que j'avais couvertes. Au cours de l'année écoulée, j'avais dépensé plus de 2000 € de mon propre argent pour des choses pour la maison et les enfants. Tout, des fournitures scolaires aux cadeaux de fête d'anniversaire en passant par les repas au restaurant. Quand Jeanne n'avait pas envie de cuisiner, je n'avais jamais demandé de remboursement parce que je pensais que c'était ce que les membres de la famille faisaient les uns pour les autres. J'ai photocopié chaque reçu et relevé bancaire, surligné chaque dépense, et tout laissé dans un dossier intitulé « Contribution financière de Wilfried au ménage. Veuillez rembourser si je ne suis que l'aide. » Mais voici ce qui a vraiment fait mouche. J'ai laissé une offre d'emploi détaillée que j'avais rédigée, formatée comme une véritable annonce d'emploi. Cherche aide à domicile et responsable de la maison. Exigence. Disponible 24h24 et 7j 700 jours de congé. Responsable de toute la cuisine, du ménage et de la garde d'enfants. Doit assurer le transport pour les activités des enfants. Doit utiliser des fonds personnels pour les besoins du ménage. Doit accepter l'exclusion des activités et décisions familiales. Doit être reconnaissant pour un logement et une nourriture de base. Expérience antérieure, être traité comme invisible. Compensation, A+. Remerciements occasionnels. Critique quand les choses tournent mal et le privilège de se faire dire que vous êtes égoïste quand vous demandez un respect de base. Avantage, aucun. Vous avez de la chance d'être ici. Remarque, ce poste était auparavant occupé par un membre de la famille qui pensait bêtement qu'elle méritait d'être traitée comme telle. J'ai scotché cela à la porte d'entrée où ils le verraient immédiatement à leur retour. La maison semblait vide quand j'ai eu fini. Ce n'était pas seulement que mes affaires étaient parties. C'était que toute la vie et la chaleur que j'avais apportée à l'espace avaient été retirées. Les photos de famille qui restaient montraient 4 personnes qui semblaient heureuses ensemble, mais les espaces vides sur les murs racontaient une autre histoire. J'ai fait un dernier tour, prenant des photos de chaque pièce dans son état nouvellement stérile. Le salon avec ses lacunes évidentes sur le mur de la galerie. La chambre de Léa avec son mur de réalisation vide.
La chambre de Tom avec sa collection Lego éparpillée sur le sol au lieu d'être magnifiquement exposée. La cuisine avec son porte-épices vide et ses appareils manquants. La salle de bain qui ressemblait maintenant plus à un hôtel qu'à une maison. Avant de partir, j'ai écrit une lettre et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine où il ne manquerait pas de la voir. Cher Marc, Jeanne, Léa et Tom, puisque vous vouliez passer du temps de qualité en famille sans moi. J'ai pensé que je vous donnerais un aperçu de ce à quoi cela ressemble réellement. Comme vous pouvez le voir, je me suis retirée, ainsi que mes affaires, de votre maison. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un endroit où l'on veut vraiment de moi. Jeanne, tu as dit que j'étais égoïste de vouloir être incluse dans les activités familiales. Tu as dit que je devais contribuer davantage au lieu de me plaindre, alors j'ai contribué en supprimant entièrement le fardeau de ma présence. Je suis sûre que tu trouveras que le grand nettoyage de la maison toi-même est beaucoup plus efficace sans moi. Marc, j'espère que tu trouveras la paix que tu cherchais en choisissant son camp plutôt que celui de tes propres filles. Léa et Tom, je vous aime tous les deux tellement et je suis désolée que ça doive se passer comme ça, mais je mérite d'être quelque part où je suis traitée comme un membre de la famille, pas comme une aide ménagère. Je resterai chez les Johnson. Si vous voulez me joindre, vous avez mon numéro. Affectueusement à certains d'entre vous, Wilfried. Puis j'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis partie. La famille de Marion était incroyable. Ils ont vidé leur bureau à domicile et l'ont transformé en chambre pour moi. Comme je terminais encore le lycée, Patricia m'a aidé à terminer ma dernière année depuis leur adresse et à commencer à chercher des établissements d'enseignement supérieur. Robert, qui est entrepreneur, m'a même construit des étagères sur mesure pour mes livres. La transition n'a pas été facile, malgré l'accueil chaleureux des Johnson. Je me sentais coupable d'avoir laissé Léa et Tom, inquiète de savoir comment ils faisaient face au changement soudain, mais je me sentais aussi plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je vivais quelque part où je ne marchais pas constamment sur des œufs, quelque part où ma présence était sincèrement désirée plutôt que simplement tolérée. Patricia a remarqué des choses chez moi que ma propre famille n'avait jamais remarquées. Elle a réalisé que je sautais des repas parce que j'étais tellement habituée à m'assurer que tout le monde mangeait d'abord. Elle a remarqué que je m'excusais constamment d'occuper de l'espace, d'exister, d'avoir des besoins. Elle et Robert ont travaillé en douceur pour me débarrasser de ces habitudes, m'assurant que j'avais ma place, que mes besoins importaient. Marion a été incroyable tout au long de la transition. Même si elle était occupée par ses propres préparatifs pour l'université, elle s'est assurée que je me sente soutenue et incluse. Elle m'a aidée à aménager ma nouvelle chambre, m'a emmenée faire des achats pour des choses que j'avais laissées derrière moi, et a passé des heures à m'écouter simplement raconter tout ce qui s'était passé. La première semaine a été la plus difficile. Je m'attendais toujours à ce que quelqu'un me texte pour me demander où étaient les crampons de football de Léa ou quand était le prochain rendez-vous chez le dentiste de Tom. Mon téléphone était étrangement silencieux. J'étais tellement habituée à être la coordinatrice familiale que ne plus avoir ces responsabilités me semblait étrange, presque faux. Mais les Johnson m'ont aidé à réaliser que ce sentiment faisait partie du problème. J'avais été tellement conditionnée à être utile que j'avais oublié comment être simplement appréciée pour qui j'étais, et non pour ce que je faisais. Patricia m'a assise un soir au cours de ma première semaine là-bas et a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Chérie, l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne en étant utile. Le véritable amour est inconditionnel. Tu ne devrais pas avoir à prouver constamment ta valeur à des gens qui prétendent se soucier de toi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre à quel point la situation à la maison avait été toxique. En vivant avec les Johnson, j'ai pu voir la différence entre une dynamique familiale fonctionnelle et ce que j'avais vécu. Robert et Patricia étaient parfois en désaccord, mais ils discutaient de leurs divergences avec respect. Marion était incluse dans les décisions familiales qui la concernaient. Les sentiments et les opinions de chacun étaient valorisés, pas seulement ceux des personnes qui avaient le plus de pouvoir. J'ai aussi commencé à réaliser à quel point Jeanne m'avait isolée de ma famille élargie et de mes amis. Elle faisait toujours des commentaires subtils sur le fait que je passais trop de temps avec la famille de Marion, que je m'enfuyais toujours au lieu d'être à la maison pour aider. Elle m'a découragée de rester en contact avec la famille de ma mère, affirmant que c'était trop douloureux pour Marc et que je devais aller de l'avant plutôt que de ressasser le passé.
Mais Patricia m'a aidé à renouer avec ma grand-mère maternelle, Lynn, qui vivait à environ 3 heures de là. Il s'est avéré que Lynn avait essayé de maintenir une relation avec moi pendant des années, mais ses appels et ses cartes avaient été interceptés par Jeanne, qui prétendait me protéger des rappels douloureux de la mort de ma mère. Quand j'ai appelé Lynn et que j'ai expliqué ce qui s'était passé, elle a eu le cœur brisé, mais n'a pas été surprise. Elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas lorsque mes réponses à ses lettres étaient devenues moins fréquentes et plus génériques. Elle m'a immédiatement invité à lui rendre visite, et Patricia m'y a conduite le week-end suivant. Être avec Lynn, c'était comme retrouver un morceau de ma mère que je pensais perdu à jamais. Elle avait des photos de ma mère que je n'avais jamais vues, des histoires sur son enfance que personne ne m'avait jamais racontées. Elle avait aussi des vérités difficiles sur Jeanne qui ont aidé à mettre les choses en perspective. Ta belle-mère m'a appelé il y a environ 5 ans, m'a dit Lynn alors que nous regardions de vieux albums photos. Elle a dit que tu avais du mal à faire face à la mort de ta mère et que le contact avec notre côté de la famille aggravait les choses. Elle m'a demandé de me retirer pour ton bien. Cette révélation m'a frappé de plein fouet. J'avais 15 ans quand mon contact avec Lynn avait soudainement diminué. J'avais supposé qu'elle avait perdu tout intérêt à maintenir une relation avec moi, que peut-être c'était trop douloureux pour elle de me voir parce que je ressemblais tellement à ma mère. J'aurais dû insister davantage, a continué Lynn, les larmes aux yeux. J'aurais dû insister pour te parler directement, mais Jeanne semblait si préoccupée par ton bien-être, et ton père l'a soutenue quand je l'ai appelée. Je pensais faire ce qui était le mieux pour toi. Apprendre la manipulation de Jeanne m'a rendu plus en colère que je ne l'avais été à propos de l'exclusion du voyage à la plage. Elle ne m'avait pas seulement maltraitée. Elle avait activement travaillé à m'isoler des gens qui m'aimaient. Elle m'avait volé des relations, volé des morceaux de la mémoire de ma mère, volé des liens qui auraient pu me faire me sentir moins seule pendant ces années difficiles de l'adolescence. Mais la vraie validation est venue le lundi matin quand mon téléphone a commencé à exploser. D'abord, c'est Léa qui a appelé, en pleurant. Wilfried, où es-tu? Ta chambre est vide et maman panique. Puis Tom, confus et effrayé. Tu es parti pour toujours? Mais l'appel qui m'a le plus satisfaite est venu de Marc. Wilfried, tu rentres ici tout de suite. Tu ne peux pas partir comme ça. En fait, si, lui ai-je dit calmement. J'ai 19 ans et j'en ai assez d'être traité comme si je n'existais pas, tu es dramatique. Rentre à la maison pour qu'on en parle. À la maison? J'ai ri et ça m'a semblé amer même à moi. Quand est-ce que ça a été la dernière fois que ça ressemblait à une maison, papa? Quand est-ce que tu m'as défendu la dernière fois quand Jeanne me traitait comme une bonne à rien? Quand est-ce que tu m'as incluse la dernière fois dans les décisions ou activités familiales? Silence. Je le pensais bien, ai-je continué. Je reste là où l'on veut de moi. Jeanne lui a arraché le téléphone. Wilfried, c'est ridicule. Tu ne peux pas abandonner tes responsabilités. Quelles responsabilités? Tu veux dire celles pour lesquelles tu n'as jamais demandé si je les voulais? Celles où j'ai tout le travail et aucun désavantage? Je ne suis plus ta baby-sitter à domicile, Jeanne. Ces enfants t'aiment. Comment peux-tu leur faire ça? Cela m'a fait rire à nouveau. Je ne leur fais rien. C'est toi qui as créé cette situation quand tu as décidé que je n'étais pas assez de la famille pour être incluse dans les activités familiales. Tu voulais voir à quoi ressemblait le temps en famille sans moi. Eh bien, maintenant tu sais. Les appels ont continué pendant des jours. Léa et Tom étaient dévastés, ce qui m'a brisé le cœur, mais j'ai tenu bon. J'ai arrangé de les rencontrer dans un parc local 2 fois par semaine, loin de la maison et loin de Jeanne. Marc a essayé l'approche de la culpabilité. Ta mère n'aurait pas voulu ça. C'est là que je me suis mise en colère. N'ose pas mêler ma mère à ça. Ma mère serait horrifiée de la façon dont tu as laissé ta femme me traiter. Elle ne m'aurait jamais permis d'être exclue des activités familiales ou d'être traitée comme une aide ménagère dans ma propre maison. 2 semaines plus tard, Patricia a rencontré Marc au supermarché. Elle m'a dit plus tard qu'il avait l'air épuisé et stressé. Apparemment, Jeanne avait du mal à suivre toutes les tâches ménagères que je faisais, plus s'occuper de Léa et Tom sans mon aide. Patricia a dit que Marc a demandé comment j'allais et quand elle lui a dit que je prospérais, il a juste eu l'air triste et est parti.
Le tournant est venu un mois plus tard lorsque Tom a eu un match de football. J'allais à tous ces matchs depuis qu'il avait commencé à jouer, et je n'allais pas arrêter maintenant. Je me suis assise dans les gradins avec Patricia, loin de l'endroit où Marc et Jeanne étaient assis. Tom a marqué un but et a immédiatement levé les yeux vers les gradins, me cherchant comme il le faisait toujours. Quand il m'a repéré, son visage s'est illuminé et il a agité la main avec enthousiasme. J'ai applaudi et agité la main en retour et il a rayonné. Après le match, il a couru vers moi au lieu d'aller voir ses parents d'abord. « Wilfried, tu as vu mon but ? L'entraîneur a dit que je devenais vraiment bon. Je l'ai vu. Je suis si fière de toi, mon pote. » ai-je dit en le serrant fort dans mes bras. Léa nous a rejoints et nous avons pris des selfies ensemble. Je les ai postés sur les réseaux sociaux avec une légende. Tellement fière de mon incroyable petit frère. Ne manquez jamais un match. C'est là que j'ai remarqué Jeanne nous regarder de l'autre côté du terrain. Elle avait l'air en colère, mais plus que ça, elle avait l'air inquiète. Marc était à côté d'elle, et pour la première fois depuis des années, il avait l'air de la remettre en question au lieu de se contenter de suivre tout ce qu'elle disait. Après le match, Marc m'a approché pendant que Jeanne aidait Tom à ranger son équipement. « Wilfried, pouvons-nous parler ? » ?»« Nous parlons maintenant. » Il avait l'air mal à l'aise. Je veux dire, vraiment parler de tout. J'ai étudié son visage. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Fatigué. De quoi y a-t-il à parler, papa ? Tu as fait ton choix. J'ai fait une erreur, a-t-il dit doucement. J'ai fait des erreurs depuis longtemps. Cela m'a surprise. Marc n'admettait jamais qu'il avait tort sur quoi que ce soit. Jeanne, elle a eu du mal depuis que tu es parti. La maison, les enfants, tout. Elle n'avait pas réalisé à quel point tu faisais beaucoup de choses. J'ai essayé de vous dire à tous les deux pendant des années que j'étais dépassée. Je sais. J'aurais dû écouter. Il a fait une pause, regardant ses mains. La maison semble vide sans toi. Léa pleure toutes les nuits, demandant quand tu rentreras à la maison. Tom te met toujours une place à table par habitude. Mon cœur s'est serré pour les enfants, mais je suis restée forte. Ce n'est pas ma faute. Non, ce n'est pas la tienne. C'est la mienne. Il m'a de nouveau regardé. Jeanne veut te parler. Elle veut s'excuser. J'ai failli rire. Elle veut s'excuser parce qu'elle a besoin de sa babysitter gratuite, pas parce qu'elle pense réellement avoir fait quoi que ce soit de mal. Marc a grimacé car nous savions tous les deux que j'avais raison. Je ne reviendrai pas juste pour retomber dans les mêmes schémas, lui ai-je dit. Je suis heureuse là où je suis. Je suis valorisée là-bas. Que faudrait-il ? A-t-il demandé désespérément. Que faudrait-il pour que tu rentres à la maison ? J'y ai réfléchi sérieusement. Honnêtement, je ne pense pas que Jeanne soit capable de me traiter comme un membre de la famille au lieu d'une aide ménagère. Et je ne pense pas que tu sois assez fort pour lui tenir tête quand elle ne le fera pas. Son visage s'est affaissé et j'ai ressenti une pointe de tristesse. Malgré tout, je l'aimais toujours. Les appels ont continué pendant des jours. Léa et Tom étaient dévastés, ce qui m'a brisé le cœur, mais j'ai tenu bon. J'ai arrangé de les rencontrer dans un parc local 2 fois par semaine, loin de la maison et loin de Jeanne. Lors de notre première rencontre au parc, Léa était collante et larmoyante. « Pourquoi nous as-tu laissés ?» ne cessait-elle de demander. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Cela me tuait de la voir se blâmer. Je l'ai assise sur un banc et je lui ai expliqué aussi doucement que possible. « Non, toi et Tom n'avez rien fait de mal. Je vous aime tellement tous les deux, mais parfois les adultes prennent des décisions qui se blessent mutuellement, et j'avais besoin d'aller quelque part où je me sentais désirée et respectée. » Tom, étant plus jeune, était plus confus qu'autre chose. « Mais tu es désiré. Je veux que tu rentres à la maison. Je sais que tu le veux, mon pote. Et peut-être qu'un jour les choses seront différentes. Mais pour l'instant, je dois rester là où les gens me traitent comme un membre de la famille tout le temps. Pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose de moi. » Ces conversations avec les enfants étaient déchirantes, mais elles étaient aussi nécessaires.
J'ai réalisé qu'en restant si longtemps dans cette situation toxique, j'avais modelé pour Léa et Tom qu'il était normal que les membres de la famille se traitent avec irrespect. En partant, je leur montrais que les gens ont le droit d'exiger un meilleur traitement. Pendant ce temps, la vie à la maison s'écroulait apparemment. Marion a appris par sa mère, qui a rencontré des voisins au supermarché, que Jeanne avait frénétiquement appelé partout pour trouver des baby-sitters pour Léa et Tom. Elle n'avait jamais réalisé à quel point elle avait dépendu de moi pour la garde d'enfants parce que c'était devenu si automatique. La lessive s'accumulait parce que personne ne savait comment gérer le programme que j'avais élaboré pour garder les vêtements de chacun propres et organisés. Léa était à court de son shampoing préféré parce que personne n'avait pensé à en acheter plus. J'avais toujours été celle qui remarquait quand les produits ménagers diminuaient. Plus significativement, personne ne savait où se trouvait quoi que ce soit. J'étais le système de classement vivant de la famille, gardant la trace des documents importants, des papiers scolaires, des informations médicales, des horaires et des fournitures. Sans moi, il ne pouvait pas trouver les papiers d'inscription de Tom au football, n'avait aucune idée de quand était le cours de piano de Léa, et ne savait pas quel tiroir contenait le thermomètre quand Tom a eu de la fièvre. Patricia a appris d'un autre voisin que Jeanne avait manqué 2 réunions de travail importantes parce qu'elle avait oublié les jours de sortie anticipés de Tom, quelque chose que j'avais toujours suivi sur le calendrier familial et rappelé à tout le monde à l'avance. La maison elle-même était apparemment un désastre. Sans mon nettoyage et mon organisation constant, les choses sombraient dans le chaos. Jeanne s'était toujours enorgueillie d'avoir une maison digne d'Instagram. Mais cela n'était possible que parce que j'avais fait la plupart du travail réel pour l'entretenir. Marc a essayé l'approche de la culpabilité à nouveau. Ta mère n'aurait pas voulu ça. C'est là que je me suis mise en colère. N'ose pas mêler ma mère à ça. Ma mère serait horrifiée de la façon dont tu as laissé ta femme me traiter. Elle ne m'aurait jamais permis d'être exclue des activités familiales ou d'être traitée comme une aide ménagère dans ma propre maison. Cette conversation a eu lieu pendant la 3e semaine, et c'était la première fois que je me lâchais vraiment sur lui. J'avais retenu ma colère, essayant d'être mature et raisonnable, mais sa tentative d'utiliser la mémoire de ma mère comme une arme a ouvert quelque chose en moi. Tu veux parler de ce que ma mère aurait voulu, ai-je continué, ma voix tremblante de rage. Elle aurait voulu que sa fille soit aimée inconditionnellement par son père. Elle aurait voulu que je sois protégée et chérie, pas utilisée comme main-d'œuvre gratuite, puis exclue quand il était temps de faire des activités familiales amusantes. Wilfried, s'il te plaît. Non, je n'ai pas fini. Ma mère aurait voulu que je connaisse sa famille, que j'aie des relations avec ma grand-mère, mes tantes et mes cousins. Mais Jeanne s'est assurée que cela n'arrive pas, n'est-ce pas? Elle t'a convaincu que j'étais trop fragile pour gérer le contact avec la famille de maman. Elle m'a isolée des gens qui m'aimaient vraiment afin de maintenir le contrôle. Marc est resté silencieux. Je pouvais dire que c'était une nouvelle pour lui, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore pires. Il était tellement déconnecté de ma vie émotionnelle qu'il n'avait même pas été au courant de la manipulation de Jeanne. Elle a appelé ma grand-mère il y a 5 ans et lui a dit d'arrêter de me contacter, ai-je poursuivi. Grand-mère Lynn pensait qu'elle respectait mes besoins, mais en réalité, elle ne faisait que permettre le désir de Jeanne d'effacer ma mère de ma vie. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Je ne savais pas ça. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu as arrêté de faire attention à mes besoins dès que Jeanne est entrée en scène. Tu étais tellement impatient d'avoir une nouvelle femme que tu as oublié que tu avais déjà une fille qui avait besoin de toi. La conversation s'est terminée avec Marc en pleurs, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Mais je ne l'ai pas plaint. Il avait fait ses choix et maintenant il en subissait les conséquences. Le tournant est venu quand Jeanne elle-même a appelé environ 1 mois après mon départ. Mais ce n'était pas comme ses appels précédents où elle avait été sur la défensive et exigeante. Cette fois, elle avait l'air épuisée et humble. Wilfried, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord, ai-je dit, surprise par son ton. Est-ce que je t'ai vraiment aussi maltraité que tout le monde me dit que je l'ai fait? Cette question m'a prise au dépourvu. Que veux-tu dire? J'ai parlé à ma sœur de tout ce qui s'est passé, et elle a souligné des choses sur la façon dont je t'ai traité auxquelles je n'avais jamais vraiment réfléchi. Puis la conseillère de Léa m'a demandé de décrire notre dynamique familiale, et quand je l'expliquais à voix haute,
elle a fait une pause. Mon Dieu, Wilfried, j'ai sonné horrible. J'avais l'impression de décrire une servante, pas un membre de la famille. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas comment répondre. Je n'arrête pas de penser à des incidents spécifiques, à des choses que j'ai dites et faites. Et je commence à les voir de ton point de vue, comme le voyage à la plage. Je savais quand j'ai dit que tu devais rester à la maison que c'était cruel. Je savais que ça te blesserait, mais je me suis convaincue que c'était pratique, que cela avait un sens financier et logistique. Elle pleurait maintenant, ce qui était aussi quelque chose que j'avais rarement vu. Mais ce n'était pas une question de praticité, n'est-ce pas? C'était que je voulais passer du temps avec mes enfants biologiques, et j'étais prête à te faire du mal pour l'obtenir. Je t'ai exclue de ta propre famille. C'était une Jeanne complètement différente de celle que j'avais jamais rencontrée. Elle a continué à parler, sa voix tremblante d'émotion. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je t'ai traité au fil des ans, surtout après avoir essayé de gérer tout ce que tu faisais. Je n'avais pas réalisé la quantité de responsabilités que je te faisais porter ni à quel point j'étais injuste. Elle a fait une pause, et je l'ai entendue prendre une respiration tremblante. Le voyage à la plage a été la goutte d'eau, n'est-ce pas? Je savais quand j'ai dit que tu devais rester à la maison que c'était cruel. Je savais que ça te blesserait. Mais j'étais tellement concentrée sur le fait de passer du temps seul avec mes enfants biologiques que j'ai oublié que tu es aussi la fille de Marc. J'ai oublié que tu fais partie de cette famille. J'étais silencieuse, en train de digérer. Léa a consulté une conseillère parce qu'elle était tellement bouleversée par ton départ. La conseillère m'a demandé de décrire notre dynamique familiale, et quand j'en parlais à voix haute, mon Dieu, Wilfried, j'ai sonné horrible. J'avais l'impression de décrire une servante, pas un membre de la famille. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais de Jeanne, jamais. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, a-t-elle poursuivi. Je ne te demande même pas de revenir. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai fait, et je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. Je me suis retrouvée à pleurer, ce qui m'a surprise. J'avais été en colère si longtemps que j'avais oublié qu'il y avait de la tristesse sous tout ça. J'avais besoin d'entendre ça, ai-je admis. Mais Jeanne, je ne peux pas juste revenir et faire comme si tout allait bien. Trop de choses ont changé. Je sais. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je comprends si tu ne veux plus jamais vivre avec nous. Tu me manques. Léa et Tom te manquent. Même Marc, bien qu'il soit trop têtu pour le dire correctement, tu lui manques. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Jeanne m'a raconté comment elle avait grandi dans une maison où on s'attendait à ce qu'elle s'occupe de ses jeunes frères et sœurs et comment elle avait inconsciemment répété ce schéma avec moi. Elle a parlé de la peur qu'elle avait eue d'être une belle-mère et de la façon dont elle avait surcompensé en privilégiant ses enfants biologiques. Rien de tout cela n'excusait son comportement, mais cela m'a aidé à le comprendre. Le déclic est venu quand elle a dit « Je n'arrête pas de penser à ce que je ressentirais si quelqu'un traitait Léa comme je t'ai traité. Si quelqu'un lui faisait sentir qu'elle n'avait pas sa place dans sa propre famille, ça me rend malade d'y penser. » C'est là que j'ai su que ses excuses étaient sincères. Nous avons accepté une thérapie familiale, nous tous ensemble. Patricia et Robert ont soutenu ma décision, même s'ils ont clairement indiqué que j'aurais toujours une maison avec eux. Les séances de thérapie ont été intenses. Léa et Tom ont pu exprimer à quel point ils avaient été confus et blessés par toute la situation, bien que le thérapeute les ait aidés à comprendre les concepts de manière adaptée à leur âge. Marc a dû faire face à la façon dont il m'avait manqué en tant que père en ne me protégeant pas du traitement de Jeanne. Jeanne a dû faire face à la réalité de la façon dont ses actions avaient affecté tout le monde dans la famille. Il a fallu 6 mois de séances hebdomadaires, mais nous avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Jeanne et moi avons établi de nouvelles limites. Je ne serai plus automatiquement responsable de la garde d'enfants ou des tâches ménagères. S'ils avaient besoin d'aide, ils demanderaient, et non exigeraient. Je serais incluse dans toutes les activités et décisions familiales qui me concernent. Plus important encore, Marc a appris à s'exprimer lorsqu'il n'était pas d'accord avec Jeanne au lieu de simplement suivre tout ce qu'elle disait. Je ne suis pas rentrée tout de suite.
Je suis restée chez les Johnson pendant ma dernière année de lycée et j'ai commencé le lycée technique à l'automne, mais j'ai recommencé à passer les week-ends à la maison, ainsi que les vacances et les dîners de famille. La première fois que Jeanne m'a invitée à faire du shopping avec elle et Léa, juste parce qu'elle voulait passer du temps avec moi, pas parce qu'elle avait besoin que je surveille Léa, j'ai failli pleurer. C'était une si petite chose, mais cela signifiait tout. Léa et Tom se sont lentement détendus aussi. Ils ne semblaient plus craindre que je puisse disparaître à nouveau de leur vie. Ils savaient que j'avais mon propre espace chez les Johnson, mais cela ne signifiait pas que je les aimais moins. En fait, le temps passé séparément avait renforcé notre lien. Je pouvais être leur sœur, pas leur gardienne. Le véritable tournant est venu pendant la Toussaint de cette année-là. Nous étions tous assis autour de la table, et pour la première fois, Jeanne m'a demandé de dire la prière. J'ai figé, choquée, parce qu'elle avait toujours réservé ce rôle à Marc. Mais elle m'a regardé les larmes aux yeux et a dit, « Wilfried, tu fais partie de cette famille. S'il te plaît. » Alors, je l'ai fait. Et tandis que je regardais autour de la table Léa et Tom me souriant, Marc acquiesçant, et Jeanne semblant réellement pleine de remords, j'ai réalisé que les choses avaient vraiment changé. Peut-être pas parfait, mais mieux. Cela n'a pas été facile. Il y a encore des moments où Jeanne retombe dans ses vieilles habitudes où Marc évite les conflits. Mais la différence maintenant, c'est que je ne suis plus silencieuse. Je m'exprime. Je demande le respect. Et pour la première fois, ils écoutent. Parfois tard la nuit, je pense encore à ce week-end où ils m'ont laissé derrière pour la plage. Je me souviens de la colère, de la solitude, du sentiment de vide dans ma poitrine. Mais je me souviens aussi du pouvoir que j'ai ressenti en reprenant ma vie, en faisant mes valises et en leur montrant à quoi ressemblait la vie sans moi. Si je n'avais pas été exclue, si Jeanne ne m'avait pas dit que j'étais égoïste, peut-être que je n'aurais jamais trouvé la force de partir. Peut-être que je n'aurais jamais découvert que je méritais mieux. Maintenant, quand je regarde les photos sur le mur de notre maison, j'y suis. Non seulement physiquement présente, mais vraiment partie intégrante de la famille. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui a refusé d'être effacé. Quelqu'un qui s'est battu pour sa valeur et a gagné. Je sais que toutes les histoires comme la mienne ne se terminent pas de cette façon. Certaines familles ne changent jamais. Certaines excuses ne viennent jamais. Mais la mienne l'a fait, et je suis reconnaissante. Reconnaissante à Patricia et Robert de m'avoir donné un foyer quand j'en avais le plus besoin. Reconnaissante à Marion d'être la sœur que j'ai choisie. Reconnaissante à Lynn de me rappeler l'amour de ma mère. Et oui, d'une étrange manière, même reconnaissante à Jeanne de m'avoir poussée au point de rupture où j'ai finalement réalisé ma propre force. Parce qu'au final, c'est ce qui m'a sauvée.